communication et l'échange de documents et de données directement à distance, donc un peu comme une lettre électronique. Le tout premier mail, lui, a été envoyé en 1971 aux États-Unis, donc c'est il y a quand même un très bon moment, un très long moment, quasiment 50 ans, que le tout premier mail, il est un peu plus de 50 ans, pardon, que le tout premier mail il a été envoyé. Donc il a été envoyé aux États-Unis par un ingénieur qui travaillait sur ce qu'on appelle le réseau ARPANET. Donc avant Internet, certains pays avaient développé leur propre réseau interne pour fonctionner juste entre eux. Il y avait, par exemple, pour les États-Unis, ils avaient ce qu'ils appelaient ARPANET, comme on l'a montré là, qui a permis d'envoyer les tout premiers mails, les toutes premières communications. C'était pour tout ce qui est communication privée et très sensible. Après, on peut prendre le cas de la France, par exemple, ils avaient le réseau Cyclade aussi. Un peu moins pour le côté confidentiel, mais c'était surtout pour les chercheurs, les scientifiques et autres. Donc, on ne va pas s'attarder un peu trop sur cette partie-là. Donc, pour revenir à cette première personne, cet ingénieur américain qui avait envoyé le tout premier mail en 1971, c'est lui qui avait choisi le symbole arrobase, donc on voit dans nos emails, pour séparer le nom de l'utilisateur du nom de l'ordinateur ou du serveur. Je prends un exemple, si on va prendre quel nom parmi les participants? Si on prend Amalia Madeleine Winnie. Donc si, imaginons, je sais que c'est pas le cas, imaginons que son nom de famille ce soit Madeleine. Donc elle mettra par exemple Amalia Madeleine, arrobase, donc son nom, le nom de l'utilisateur, donc son nom complet, juste avant le arrobase, et juste après, elle mettra le nom du serveur. Donc elle utilise le serveur par exemple Gmail, parce qu'elle est sur Google. Elle pouvait utiliser Yahoo, elle pouvait utiliser Outlook, elle pouvait utiliser iCloud. Donc en fonction du serveur qu'elle va utiliser pour envoyer ses mails, donc le service utilisé. L'email, il y a trois grosses étapes en gros quand on l'envoie et quand on le reçoit. Donc la première étape, c'est simple, on utilise notre client mail. Le client mail, ça va être l'outil qu'on utilise pour envoyer les mails. Ça peut être Outlook, mais dans notre cas précis, on utilisera principalement Gmail. Donc on utilise Gmail pour rédiger notre message dans tout son contenu et on va ensuite l'envoyer. Donc toujours sur Gmail, ce message-là, il va passer par une autre étape, c'est il va être envoyé sur un serveur d'envoi mail qu'on appelle généralement, qui utilise généralement un protocole SMTP. Donc c'est le protocole qui permet d'envoyer le mail. On ne va pas rentrer en détail sur cette partie-là. Donc une fois que mon client, donc Gmail, a envoyé à ce serveur-là, il va décortiquer les éléments. Il va commencer d'abord par la première partie avant le arrobase. Il va voir que bon, ça c'est pour telle personne. On va par exemple, on va prendre le cas, un autre cas, Alban Chameni, qui est un des participants de la formation. Il va voir Alban Chameni. Il va dire, OK, je garde cette information-là, c'est le nom de l'utilisateur. Maintenant, où est-ce que cet utilisateur-là est situé? Dans quel serveur il est situé? On va continuer de détailler. Il va continuer de lire après le arrobase. Il va voir, après le arrobase, il va voir quoi? Il va voir le serveur utilisé par cette adresse, par cet utilisateur-là. Donc, il va voir Alban Chameni, arrobase, yahoo.com. Donc, il va savoir que bon, cette adresse-là, je dois aller ce message-là, je dois aller l'envoyer dans un utilisateur qui a son adresse mail dans les serveurs de Yahoo, par exemple, ou si c'était Gmail, dans les serveurs de Google. Donc, il va l'envoyer là-bas, et il va l'envoyer et le stocker dans ce qu'on appelle un serveur maintenant de destination, donc un serveur de réception qu'on appelle souvent les serveurs IMAP ou POP3. Donc, c'est les termes, je détaille ces termes-là vite fait. Enfin, je ne vais pas détailler ces termes-là parce que c'est pas le sujet du cours. Donc c'est juste pour la connaissance. Donc je rédige mon mail depuis mon client mail, je l'envoie grâce au serveur d'envoi mail SMTP. Ce serveur-là, il va deviner à qui il a envoyé ce mail-là et la personne va le recevoir sur son serveur de destination. Donc c'est très simple. Quand il va me répondre, ça va refaire la même étape. On va envoyer depuis le client, ça va passer par le serveur d'envoi et le serveur de réception va le récupérer. Donc c'est les trois étapes simples pour l'envoi d'un email. On va passer maintenant sur donc la structure de ce dit email. Tout au long du cours, on va d'abord, là on fait la partie présentation et on va détailler certains éléments, et ensuite on fera un cas pratique avec des exemples bien parlants. Donc on va voir la structure de notre email. Notre email, comment il est structuré? Donc on a d'abord l'adresse mail tout court, donc le destinataire, la personne à qui on va l'envoyer. On a l'objet, donc le sujet de notre message. On a l'objet, donc le sujet de notre message. On a le corps du message, donc tout le contenu réel de notre message. La pièce jointe qui peut être une image, un PDF, un document ou n'importe quel autre élément pris depuis votre ordinateur ou votre téléphone que vous souhaitez envoyer. Donc c'est une pièce jointe.
Ensuite, on a la signature. Donc, c'est l'information automatique qu'on va ajouter à la fin. Quand je parle de signature, c'est par exemple, à la fin de chacun de mes mails, je vais ajouter toutes mes informations professionnelles. Donc, je vais ajouter, par exemple, à la fin de tous mes mails automatiquement, je vais ajouter ma signature. Ce sera le logo de l'entreprise, par exemple, mon nom complet, mon poste et, par exemple, le pôle dans lequel je travaille. Et enfin, pour terminer sur la structure du mail, on a CC et CCI. Ces termes-là, on va les détailler juste après. Donc, ce sont les options d'envoi et de copie de nos mails. Donc, je reviens vite fait là-dessus. L'adresse mail, donc le destinataire à qui on veut l'envoyer. L'objet, qui est à peu près le titre de notre mail. Un peu comme on va dire dans une conversation un peu plus professionnelle. L'objet de ma visite, donc c'est vraiment l'objet de mon message. Ça revient au même. Donc, l'objet, le sujet du message. Ensuite, le corps du message, donc le contenu de notre message, tout ce qu'on va écrire. La pièce jointe qui est le fichier qu'on va attacher, que ce soit un document, une image, une vidéo, peu importe. La signature qui va nous permettre d'inviter des informations automatiquement à la fin de notre mail. Ça peut être toutes nos informations pro ou personnelles. Et CC et CCI qui sont des options d'envoi et de copie qu'on va détailler un peu après. Alors, on revient sur CC. Donc très souvent, pour ceux qui utilisent déjà fréquemment leur client mail, vous allez penser à CC, copie cachée ou copie conforme, peu importe. Le terme vient principalement du mot copie carbone. Donc c'est parce qu'à l'époque, sur les machines à écrire, on utilisait des feuilles carbone pour permettre de faire des copies d'une lettre. C'est encore utilisé aujourd'hui dans certains cas, mais c'est ce qu'on utilisait pour faire des copies d'une lettre sans utiliser directement une feuille de papier. Donc on va mettre notre feuille de papier standard. Par-dessus, on va mettre, ou entre, on va mettre nos feuilles de carbone. Et ça va permettre à l'impression de pouvoir faire des copies sur ces feuilles différemment. Ces feuilles. Donc c'est quoi la fonction de ce CC, donc copie carbone? On va garder le terme CC qui est plus court et plus simple. Donc CC, ça ajoute ici les personnes que tu veux informer du message sans les impliquer directement dans l'action. Pourquoi on dit sans les impliquer directement dans l'action? Si je veux transmettre un message à une personne et je veux qu'elle y réponde, alors je vais la mettre dans la partie destinataire, donc l'adresse mail qui doit recevoir. Maintenant, si je veux que d'autres personnes soient informées, que ce mail par exemple a été envoyé ou qui sont concernés mais qui n'ont pas forcément besoin de répondre, je vais les mettre en CC. Pour un exemple professionnel, on va dire que tu envoies un mail à un client et que tu veux que ton manager voit la conversation. Donc tu vas le mettre en CC. N'hésitez pas si vous avez des questions tout au long des explications, vous les mettez dans la partie chat et messagerie et on va y répondre au fur et à mesure. On va continuer maintenant sur CCI, donc la copie carbone invisible. Donc on a vu que CC c'était pour mettre en copie quelqu'un directement, mais ce n'est pas quelque chose de privé. Si je te mets en CC, tout le monde va savoir que je t'ai mis en CC. Maintenant, si on ne veut pas que tout le monde sache que je t'ai mis en CC, alors là c'est différent. On peut utiliser la copie carbone invisible, donc CCI. Donc c'est quoi cette fonctionnalité? Tu ajoutes ici les destinataires qui reçoivent une copie du mail sans que les autres le sachent. Les adresses placées en CCI ne sont visibles par personne, pas même entre elles. Donc ça veut dire que même si moi je suis la personne qui envoie le mail, je vais forcément savoir qui j'ai mis en CCI, donc qui j'ai mis en copie invisible. Mais les autres personnes qui vont recevoir ce mail, qu'elles soient en copie en CC ou en CCI, personne ne saura les différentes personnes qui sont dans la partie copie invisible. Donc c'est vraiment, comme le nom l'indique, c'est vraiment invisible. Donc on prend un exemple ici. Tu envoies un mail d'information à plusieurs personnes. Oui, effectivement, Sylvana, c'est un peu comme du public postage, parce que pour le public postage, tu n'as pas besoin que toutes les personnes concernées sachent qu'une autre personne est dans la boucle de mail. Donc c'est un peu comme du public postage. Donc on prend un exemple ici. Tu envoies un mail d'information à plusieurs personnes. Donc le destinataire d'abord, on va le mettre à contact@tonentreprise.com, c'est un exemple. Prenons un cas plus parlant, vous connaissez un captroteur, contact@captroteur.org. En copie cachée maintenant, pas copie cachée, en copie carbone invisible, on va mettre le client, le premier client, le deuxième client, le troisième client. Ce qui fait que chacun des trois clients va recevoir le mail, mais aucun des trois clients ne saura que
l'autre client a reçu ce mail, parce qu'ils sont en CCI. Alors, bonsoir, s'il vous plaît, y a-t-il des interférences lorsque vous parlez de votre côté? Donc, on va continuer. Donc, on a vu tout ce qui est copie carbone, donc on va dire copie, le terme que les gens utilisent aussi souvent, c'est la copie conforme et la copie carbone invisible. On va voir maintenant vite fait des bonnes pratiques professionnelles avant de passer sur l'expérience en elle-même en détail, directement sur l'interface de Gmail. Donc, les bonnes pratiques professionnelles. Déjà, pour les utilisateurs, les destinataires principaux, mettez-les dans l'onglet destinataire, donc le A. Donc, quand vous rédigez un mail, vous avez un onglet A qui vous demande de préciser à qui on veut envoyer ce mail. Donc, tous ceux qui sont les destinataires principaux, on les met là-dedans, il n'y a pas de souci. Ensuite, on utilise CC pour les personnes à informer. Donc, pas pour tout le monde. Ce sont des personnes qui doivent être informées des conversations, mais qui n'ont pas forcément besoin d'interagir dans ces conversations-là. Si elles ont besoin d'interagir, on va les mettre directement dans la partie destinataires principaux. Ensuite, on a encore le CCI. C'est pour protéger les adresses ou pour les envois massifs. On a en quatrième bonne pratique, on doit éviter de mettre des clients en destination, en destinataire, et d'autres en CC. Ça va créer une sorte de hiérarchie implicite parce que vous aurez mis certains du côté des destinataires parce qu'ils doivent interagir, c'est des destinataires principaux, et d'autres en copie cachée, c'est-à-dire que c'est comme s'ils n'étaient pas invités à participer à la conversation. Donc si vous devez envoyer à plusieurs personnes, mettez-les directement en CC ou en CCI, sauf si tout le monde doit interagir. Et enfin, une dernière bonne pratique professionnelle, c'est qu'il ne faut pas abuser du CCI. Donc, tout ce qui est copie carbone invisible. Donc, c'est très pratique quand on veut garder certaines informations privées ou faire de l'envoi de masse. C'est vraiment très pratique. Mais ça peut être apparenté à de la surveillance parce que moi et l'autre participant au mail, on va discuter de quelque chose, mais lui, il ne saura pas forcément que moi, j'ai mis en copie carbone invisible, donc en CCI, quelqu'un d'autre. Donc, il va répondre au message, la conversation va avoir lieu, mais il ne saura pas que quelqu'un d'autre écoute cette conversation. Toi, de ton côté, tu le sais. Et même d'ailleurs, lui aussi, s'il le fait s'il met quelqu'un en CCI, toi non plus, tu ne le sauras pas. Donc, ça peut être assimilé à de la surveillance. Donc, il faut jamais abuser du CCI, sauf quand c'est nécessaire. On va détailler maintenant vite fait les principaux fournisseurs mail avant de passer maintenant à la pratique sur notre Gmail. Donc on va créer un compte Gmail et on va voir toute l'interface de Gmail et les différentes options. Alors, qu'est-ce qu'on a comme principaux fournisseurs mail? Déjà, on a Gmail, donc, qui est fourni par Google. Donc c'est le plus populaire, c'est le plus utilisé aujourd'hui dans le monde. Il y a plus d'1 milliard d'adresses mail qui sont utilisées du côté de Gmail, donc vraiment, sa réputation n'est plus à faire. Donc Gmail qui est fait par Google, donc c'est quoi ses principaux avantages? Déjà l'interface est claire. Quand on compare à tous les autres, c'est vraiment celui qui a l'interface la plus claire et la plus compréhensible. On reviendra dessus. Deuxièmement, il nous offre 15 Go gratuits. Donc quand je parle de 15 Go gratuits, c'est couplé avec tous les outils Google. On l'avait vu lors du cours précédent, Google c'est pas seulement Gmail pardon, c'est pas un seul outil, il fait partie d'un ensemble d'outils. Quand j'ai Gmail, j'ai Google Drive pour stocker mes documents et faire mes sauvegardes. J'ai Google Doc pour pour rédiger les documents, Google Sheet pour rédiger les tableurs et tout ce qui est Excel. Donc c'est vraiment un écosystème. Donc ces 15 gigas là seront à partager dans cet écosystème. Donc ensuite, comme je disais, c'est un écosystème. On peut facilement intégrer dans Gmail Google Meet si on veut prévoir des réunions par mail, Google Drive si on veut transférer des documents ou partager des documents. Gmail, donc Google Mail, c'est vraiment pour le grand public, mais aussi il y a des fonctionnalités payantes pour les professionnels. Ensuite, en principal concurrent de Gmail, on a Outlook. Donc Outlook, sur ceux qui travaillent plus en entreprise, c'est aussi très très populaire. Donc c'est compatible avec toute la suite Office, il y a des fonctionnalités intégrées directement dedans comme les agendas, et l'avantage aussi c'est que Outlook, si on l'installe sur notre ordinateur, on peut accéder à nos mails même quand il n'y a pas Internet. Bien sûr, je parle des mails qui ont déjà été reçus, pas les nouveaux mails. Mais si j'ai déjà reçu des mails sur mon Outlook, je n'aurai pas besoin d'Internet pour pouvoir les consulter. Là où Gmail, il me faudra forcément Internet pour pouvoir consulter même mes anciens mails.
On a Yahoo aussi. Donc avant Gmail et Yahoo, c'était vraiment les deux principaux concurrents. Mais Yahoo est vraiment devenu de moins en moins populaire et aujourd'hui c'est très peu utilisé. Sauf ceux qui avaient déjà cette adresse-là, mais très peu de gens créent de nouvelles adresses avec Yahoo. Donc c'est simple, Yahoo. L'interface est un peu ancienne et datée et c'est beaucoup moins utilisé. Donc ça peut être utile pour de l'usage professionnel, mais sauf dans le cas où les adresses mail existent déjà, sauf dans les cas où les adresses mail existent déjà, c'est généralement de l'usage personnel et très peu d'entreprises. Alors c'est pas facile le cours en ligne, il me faut la pratique s'il vous plaît. La pratique va venir juste après. Donc là, comme si vous avez assisté à toutes nos autres formations, on commence par une présentation des slides, donc on détaille les différents éléments, et ensuite on va passer sur une partie pratique. Donc on a aussi Proton Mail. Donc l'avantage de Proton Mail, ça c'est très utilisé pour les entreprises et tous les professionnels. Donc, pourquoi c'est très utilisé par eux? Parce que bah, déjà, c'est très sécurisé. Il y a beaucoup d'options qui augmentent la sécurité. Et il y a un chiffrement renforcé. Donc, les mails sont vraiment très privés. Il y a très peu de chances que ça fuite. Et donc, il y a très peu de chances que ça fuite. Et il y a très peu de chances qu'ils se fassent pirater. C'est vraiment des protocoles de mail qui sont très, très, très poussés. Alors, je vais lire les questions. Pourquoi Yahoo était lié à Facebook avant pour l'authentification, prof? Alors, là tout de suite, je vais très peu utiliser Yahoo. Donc, je suppose que si Yahoo était lié à Facebook pour l'identification, c'est sans doute qu'à un moment donné, ça a appartenu à Facebook ou il y a un partenariat. On pourra regarder un peu plus en détail à la fin du cours en regardant sur Internet. Ensuite, Steve, donc pour consulter et écrire ses mails en offline, il faudrait installer et configurer un client mail comme Thunderbird. Oui, on peut le faire comme Thunderbird. Donc, il n'y a pas forcément que Thunderbird. ProtonMail aussi est un client qui peut être installé en local. Zoho aussi est un client qui peut être installé en local. Outlook peut être installé en local. Et bon, Gmail ne fournit pas directement d'outils pour l'installer en local, mais on peut connecter des adresses mail à des Gmail à des clients locaux. Donc, c'est pas un souci. Voilà. Donc, on a ensuite Zoho. Donc, Zoho, c'est des solutions vraiment très peu utilisées je dirais, au Gabon, même dans toute l'Afrique. C'est beaucoup plus utilisé dans certains pays d'Europe et aux États-Unis parce que c'est des solutions qui sont très professionnelles et très personnalisables. Donc, c'est ses principales fonctionnalités. Et enfin, pour finir, on a pour ceux qui ont des iPhones, des Mac ou des iPads, en tout cas tout l'écosystème Apple, il y a iCloud Mail. Donc, c'est les mails d'Apple. Donc, c'est très pratique. Ça n'apporte pas de fonctionnalités en plus comparé aux autres, mais l'avantage, c'est que c'est très pratique de synchroniser entre différents appareils quand on reste dans l'écosystème Apple. Bonsoir, comment faire pour libérer de l'espace de stockage lorsque le compte Gmail est saturé? Alors là, c'est très simple. Soit vous supprimez les anciens mails, donc ça c'est la solution la plus simple, donc tout ce qui est vieux mail. Pensez aussi à supprimer tout ce qui est mail publicitaire. On va revenir dessus sur l'onglet publicitaire parce que ça peut prendre beaucoup de place dans votre boîte mail. Et vu que vous utilisez Gmail, si vous voulez faire de l'espace pour vos mails, essayez de regarder du côté de Google Photos et de Google Drive si vous n'avez pas des fichiers que vous pouvez supprimer. Parce que l'espace, les 15 Go sont partagés entre tous ces éléments Google là. Donc si vous remplissez vos 15 Go avec Google Drive, il n'y en aura plus forcément pour Gmail. Bien, on va passer à un peu de pratique. Donc on va commencer, bon là on est déjà sur une interface de Gmail, mais on va commencer par voir comment on crée une adresse Gmail. Donc, pour le cadre de ce cours, on n'utilisera que Gmail. On ne parlera pas de Outlook ou de Yahoo ou autre. Donc très simple, je pense que tout le monde voit toujours mon écran. Pour créer notre adresse mail, donc c'est très simple. Quand on veut chercher un élément sur Internet pour une fonctionnalité, on va juste le taper sur la barre de recherche. Donc on va aller d'abord sur Google et on va taper création adresse mail, tout simplement. Donc, on a différentes pages ici qui s'affichent, créer un compte Gmail, aide Google. On va aller sur ce deuxième-là qui est plus intéressant, donc Google Gmail. Donc, on va cliquer dessus, il va voir que, bon, vu que j'ai déjà une adresse ici, il va forcément se connecter automatiquement. Nous, on veut ajouter une nouvelle adresse. Donc, on va venir dans l'onglet ici et ajouter un compte.
Bon, étant donné qu'on est là juste pour l'exemple de la formation, c'est pas une adresse mail qu'on va utiliser fréquemment ou qu'on va garder. Je vais mettre un nom, on va dire aléatoire. On va mettre créer un compte d'abord. Donc ici, on peut choisir si c'est pour votre enfant. Amalia, si vous avez une question, n'hésitez pas. Écrivez-la juste dans le chat et je vais y répondre dès que je la lis. Donc, on est sur notre interface ici. Il va nous proposer automatiquement de nous connecter. Nous, ici, on va faire comme si on n'avait pas du tout d'adresse mail. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va en créer une. Donc, je clique sur créer un compte. On a pour mon usage personnel, donc dans la majorité des cas, ce sera ça. Pour le travail, pour mon entreprise aussi. Donc, si c'est vraiment pour ces aspects-là, vous pouvez le faire. Ou pour mon enfant. Donc, le fait d'avoir pour mon enfant, ça va nous permettre de monitorer cette adresse mail-là grâce à un compte appartenant à un parent et de limiter certaines fonctionnalités sur ce compte-là. Nous, ici, on va en faire un pour un usage personnel. Donc, dans les noms, on va par exemple mettre, voilà, il me propose Jean-Claude Macaya. Voilà. J'espère que personne ne s'appelle comme ça dans la formation. Parce que si dans ton adresse mail, je vais déjà utiliser ton adresse mail. Donc, Jean-Claude Macaya, je mets suivant. Les informations générales qui sont aussi obligatoires. Donc, on va demander une date de naissance. On va en mettre une aléatoire. Et enfin, ici, le genre. Donc, vous pouvez, si ça ne vous dérange pas, préciser femme, homme. Si vous ne voulez pas le préciser, vous pouvez cliquer sur non préciser, ou si c'est autre chose, vous pouvez cliquer sur personnaliser. Donc ici, on va par exemple mettre homme. Il va nous proposer déjà plusieurs adresses, donc généralement 2 à 3. Il va nous proposer celle qu'il aura générée lui-même, ou alors on peut utiliser directement celle que l'on veut créer par nous-mêmes. Donc il me propose ici Macaya Jean-Claude 421@gmail.com, Jean-Claude Macaya 973@gmail.com. Pour la récupération du compte, on va revenir dessus quand le mot de passe est oublié. On va voir les différentes options qui sont disponibles. Donc, il va nous proposer ici donc, 2 adresses mail que lui-même il a générées, ou on peut nous-mêmes décider de créer notre propre adresse mail. Donc, dans le cas où quelqu'un s'appellerait réellement Macaya Jean-Claude, on va éviter de prendre cette adresse mail-là déjà, vu que c'est juste pour un test. On va prendre une adresse mail qu'il a générée et on va prendre Jean-Claude Macaya 973. On va cliquer sur suivant. Et là, maintenant, on va nous proposer de mettre le mot de passe. Donc, nous, ce qu'on voudra, c'est toujours utiliser un mot de passe sécurisé. On l'avait vu lors du précédent cours. Qu'est-ce que le chiffrement des données et comment utiliser des mots de passe liés forts. Donc, évitez, lorsque vous créez vos mots de passe, de mettre, par exemple, dans le cas de Jean Macaya, là, on va mettre Jean-Claude Macaya, on va mettre Jean-Claude Macaya 2019. Non, c'est pas du tout sécurisé. À ce niveau-là, autant ne pas mettre de mot de passe. Évitez donc de mettre tout ce qui est information personnelle dans votre adresse, dans votre mot de passe. Tout ce qui est information générique, par exemple, les premières touches de notre clavier, c'est AZERTY. On ne va pas écrire AZERTY 2024. C'est l'un des mots de passe les plus utilisés dans le monde, donc ça fait déjà une faille de sécurité. Ce qui fait que votre mot de passe n'est pas sécurisé du tout. Ce qu'on peut utiliser, par contre, c'est quelques méthodes intéressantes. Donc, la première, c'est de déjà avoir toujours au minimum 12 caractères. Donc, 12 chiffres, lettres ou symboles au minimum dans votre adresse mail, qui ne sont pas liés donc à des informations personnelles ou qui ne vous concernent pas non plus directement, ou vous directement ou un membre de votre entourage. Ensuite, privilégiez l'utilisation de chiffres et de symboles. Quand je parle de symboles, c'est arrobase, étoile, dièse, point d'interrogation, point d'exclamation, tous ces symboles-là, n'hésitez pas à les utiliser. Utilisez toujours des chiffres aussi. Alors, Amalia, on a une question. Comment s'explique que j'ai perdu mon compte Yahoo depuis des années? Le compte a été rayé certainement au vu du temps que je me suis pas connecté. Le Facebook que j'ai ouvert avec il y a 15 ans fonctionne, il est toujours rayé. Alors, ce qui peut être... je n'ai jamais utilisé Yahoo réellement. Juste une fois, mais j'ai jamais été très grand utilisateur de Yahoo, Amalia. Mais ce qui peut expliquer ça, c'est le fait que, étant donné que tu t'es connecté à Facebook avec, Facebook va continuer d'envoyer les informations. C'est-à-dire que sans doute personne ne reçoit ces informations-là. C'est-à-dire que lui, Facebook connaît une adresse, il va l'envoyer, mais le message qu'il va envoyer ne va aller nulle part. Mais l'adresse, elle existe toujours, vu qu'elle est stockée dans les serveurs de Netflix, les serveurs de Facebook, pardon. C'est juste que si toi tu n'y as plus accès et qu'effectivement la mode bien a été radiée,
le message il ne va nulle part. Donc je te propose à ce moment-là, pour éviter tout problème, de déjà faire toutes les demandes du côté de Facebook pour changer ton adresse Yahoo. Mm. Et dans le cas où tu as perdu ton mot de passe, par exemple, imaginons que tu perds ton mot de passe, si tu n'as pas mis d'autres options, par exemple ton numéro de téléphone ou une adresse mail de secours, donc une deuxième adresse mail, ça risque de poser problème parce qu'ils vont t'envoyer le lien ou le code pour vérifier que c'est bien toi sur cette adresse mail-là, mais tu ne pourras pas le recevoir parce que cette adresse mail-là n'existe plus. Donc, j'espère que tu as déjà mis d'autres moyens, que ce soit ton numéro de téléphone ou une deuxième adresse, pour éviter ce genre de problème. Donc, pour revenir sur nos mots de passe sécurisés. Pour créer, on va utiliser toujours un mot de passe fort. Donc, comme j'ai dit, c'est minimum 12 caractères. On mélange lettres, chiffres et symboles, peu importe le symbole. Ou alors, on peut directement le générer avec des outils qui sont spécialisés dans le domaine. Donc, on a Avast Password Generator, on a One Password ou Last Password. Donc, on va revenir sur ces exemples. Donc, si j'écris par exemple ici dans mot de passe sécurisé, je vais écrire juste bonjour, tu vas bien. C'est vraiment un mot de passe très simple. Tu vas bien 2024. Je vais afficher ici. Ce mot de passe là, c'est pas du tout sécurisé. Déjà, effectivement, on a des chiffres, mais ces chiffres-là, c'est générique. C'est des années, c'est des années. Donc ça ne passe pas, c'est pas très sécurisé. Il suffira que la personne tente 2019, 2018, 2020, 2021, ainsi de suite, jusqu'à tomber sur le bon. On voit ensuite ici, donc bonjour, tu vas bien. On n'a aucune majuscule. C'est déjà une première faille de sécurité. Varier beaucoup entre les majuscules, que ce sont entre les mots, entre les lettres ou toutes les deux lettres. Bref, ajouter des majuscules. Ensuite, ajoutant toujours des symboles. Ça peut être arrobase, ça peut être étoile, ça peut être dièse. Étoile, ça peut être dièse. Ça peut être n'importe quel symbole. Mais en tout cas, ça doit renforcer la sécurité de votre adresse mail. Vous n'êtes pas obligé de le mettre à la fin. Vous pouvez le placer au milieu du mot de passe ou au tout début du mot de passe. Mais très généralement, les êtres humains sont très nuls pour générer des mots de passe, pour imaginer des mots de passe. Pourquoi? Parce que notre imagination est toujours biaisée par des choses qu'on a vécues, par des éléments récents et par des éléments que l'on connaît. Donc notre cerveau il est toujours biaisé sur le fait de créer des mots de passe parce qu'il ne sera jamais réellement neutre. Sauf si je commence à taper comme ça, n'importe quoi. Et ça risque d'être compliqué de se souvenir de ça. Mais c'est une solution qui fonctionne aussi si vous commencez à taper n'importe comment. Mais même là, on peut détecter un pattern qui va se répéter. Parce qu'on va par exemple utiliser notre main gauche pour écrire, on va avoir l'habitude d'appuyer à peu près sur les mêmes touches. Toujours. Donc, c'est toujours très biaisé de créer un mot de passe directement. Donc pour éviter ça, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est utiliser des générateurs de mots de passe. Alors, même pour les générateurs de mots de passe, il faut faire très attention. Il faut en prendre qui sont faits par des sociétés ou des services qui sont réputés dans le domaine. Généralement, ce sont des services d'antivirus qui vont fournir ces éléments-là. Donc, si je mets Password Generator dans la barre de recherche, on va avoir les plus connus qui vont s'afficher d'abord. Donc, LastPass, Avast ou encore OnePassword. On va prendre un assez connu, on va prendre Avast. C'est quoi le risque si je décide de prendre un générateur de mots de passe qui n'est pas très sûr? Eh bien, c'est simple. Je vais générer un mot de passe. Ce service-là va récupérer mon adresse IP, donc pour identifier mon ordinateur sur le réseau, identifier par exemple pour récupérer certaines informations, et il saura le mot de passe que j'ai généré. Pourquoi? Parce que c'est lui qui l'a généré. Donc il connaîtra ce mot de passe. Donc ça fait une grosse faille de sécurité qui fait que ce mot de passe va fuiter et vos informations vont fuiter. Donc on va préférer utiliser des services qui sont connus et réputés. Dans le cas ici, on va par exemple prendre avast.com. Vérifiez toujours aussi le nom de domaine. Donc, on va ici Random Password Generator. On a plusieurs options ici. On peut choisir déjà le nombre de caractères. Plus on met le nombre de caractères, plus on voit que c'est sécurisé. En dessous de 12, généralement, c'est très peu sécurisé. Donc, on va par exemple mettre 16 caractères. Maintenant, on peut choisir qu'est-ce qu'on va utiliser pour composer notre mot de passe. On voit ici donc les lettres majuscules, minuscules, les chiffres et les symboles. Donc on peut voir ici, donc on peut sélectionner ici. Donc dès qu'on sélectionne une coche ou on décoche, le mot de passe effectivement il va changer. Donc nous on veut un maximum de sécurité. Donc on va laisser à 16 caractères. On va on va ajouter les majuscules, on va laisser les minuscules, on va ajouter les lettres, on va ajouter les symboles ici.
Donc on voit ici qu'il nous a généré un mot de passe qui est vraiment, on ne va pas le retenir. Ça, c'est clair qu'on ne va pas le retenir. Et le but ici, c'est pas de le retenir nous-mêmes. Le but ici, c'est qu'il soit fort, donc qu'il soit compliqué à pirater, par exemple. Donc, bien, vu qu'on ne va pas pouvoir le retenir, il va falloir utiliser ce qu'on appelle un coffre-fort de mots de passe. Donc là aussi, chercher, je voulais chercher sur Internet, il y a plein d'outils de coffre-fort de mots de passe. Même sur Google, sur Gmail, sur Chrome par exemple, pardon, vous avez directement un gestionnaire de mots de passe qui est intégré. Pour ceux qui sont sur iPhone ou Mac, vous avez aussi un gestionnaire de mots de passe intégré pour garder tous vos mots de passe en sécurité et que vous n'ayez pas besoin de les retenir. Dès que vous avez besoin d'un mot de passe, vous allez sur ce coffre-fort, pardon, voilà. Vous allez sur ce coffre-fort de mots de passe, vous tapez le site en question et vous choisissez le mot de passe, vous copiez, vous collez. Donc c'est très simple. Alors, Axel a une question. Un formateur en sécurité nous avait conseillé de penser à une phrase qui nous a marqué et ajouter un caractère numérique ou spécial. Oui, ça aussi ça marche. Une phrase qui vous a marqué, c'est compliqué pour quelqu'un de réellement savoir qu'est-ce qui vous a marqué. Sauf si vous utilisez cette phrase-là comme slogan tous les jours partout sur Internet. Là, effectivement, peut-être que quelqu'un peut le trouver. Mais si c'est une citation, par exemple, qui vous a marqué et que peu de gens savent que ça vous a marqué, là, il n'y a pas de souci. Vous ajoutez cette phrase-là, vous ajoutez des symboles ou des caractères en début ou en fin, et variez aussi avec les majuscules et les minuscules. Là, sur cette partie-là, il n'y a pas de souci. Donc, ça va en faire un mot de passe fort. Mais comme je vous ai expliqué, il y a différents niveaux de mots de passe. Pour quelque chose qui est très, très, très sensible, par exemple, le mot de passe de mon application bancaire, je ne vais pas prendre de risque du tout. Donc je vais faire quoi? Je vais générer un mot de passe directement. Donc on a copié, on va revenir sur notre espace ici pour créer notre compte. On va copier ce mot de passe, on va coller pardon, ce mot de passe. On va cliquer sur suivre. Donc, il nous propose ici d'ajouter une adresse mail de récupération. Donc ça, ici c'est très intéressant. Pourquoi? Parce que si jamais on perd les accès à cette adresse mail-là, cette adresse mail de récupération va nous permettre de pouvoir reprendre l'accès. Dans notre cas ici, on avait déjà une adresse mail qu'on utilisait depuis le début de la formation, c'était formation.gatrota@gmail.com. Et on va accepter. Donc on voit ici notre adresse mail, Jean-Claude Macaya, 973@gmail.com. Dans notre cas ici, on va juste voilà, on va cliquer sur suivant. On va accepter tout ce qui est règles de confidentialité. Alors c'est des règles très génériques qui expliquent donc ce que vous pouvez faire avec cette adresse mail là, ne pas spammer les gens, comment vos données vont être traitées, légalement, qu'est-ce qui protège vos données, qu'est-ce qui vous protège des services Google, et pas mal d'autres choses. Donc on va accepter. Si on prend vraiment le temps de détailler toutes ces règles-là, je pense que le cours durera un peu de 2-3 heures. Donc j'accepte et j'obtiens mon accès à l'interface de Gmail. Donc on voit ici que pour l'instant, on n'a encore aucun mail. On a déjà quelques mails promotionnels, ils n'ont pas tardé. Mais on n'a pas vraiment d'éléments encore ici. Donc déjà, première chose, on va détailler cette fonction, on va détailler cette interface, mais on voit ici que l'interface est en anglais. On va d'abord changer la langue. On va le mettre en français. Alors ici, il a gardé l'interface en anglais parce que dans mes paramètres du navigateur, j'avais laissé en anglais par défaut. Donc si vous avez mis en français par défaut, ça affichera en français par défaut. Donc, on va commencer à détailler toute cette interface ici. Donc, dites-moi si vous voyez correctement ou si vous voulez que je agrandisse un peu tous les textes et autres. Ceux qui sont sur un plus petit écran, je suppose que c'est peut-être un peu trop petit pour vous. Voilà, d'accord. Ok, donc on va essayer sur ce. Vous pouvez agrandir s'il vous plaît. Ok, donc on va agrandir légèrement. Parce que là, c'est déjà mieux. Donc, on est sur notre interface ici de Gmail. Donc, Gmail, c'est notre client mail. Nous permettre d'envoyer, de recevoir, de consulter nos mails, de paramétrer nos mails et faire plein de choses qui sont liées directement à nos mails. Donc, l'interface des produits Google se ressemble assez. Dis-moi si là vous voyez correctement. L'interface des produits Google se ressemble quand même assez. Donc on a le même design, le même graphisme et quelques éléments qui vont revenir
aux mêmes endroits. Donc toujours le logo à gauche avec le menu à gauche, la barre de recherche en haut et les options sur la droite. Alors là, ça ne veut pas... Bon, si j'agrandis encore un peu trop, les éléments seront trop peu espacés. Donc on va éviter d'agrandir encore plus. Donc on va commencer par cette barre en haut ici. Donc vous remarquerez que tous les éléments qu'on a utilisés jusqu'à présent, tous les logiciels qu'on a vus, ont toujours la même structure. Donc on a ici donc l'option menu principal qui va nous permettre d'agrandir ou de rétrécir notre menu. On reviendra sur ce le dit menu un peu plus tard. Le logo ici qui ne nous intéresse pas trop. On a notre barre de recherche ici, donc c'est exactement la même que sur Google Drive pour ceux qui étaient là durant le cours de la semaine dernière. Donc qui va nous permettre de faire nos recherches, de filtrer en profondeur nos recherches. Une minute. Okay. Donc il va nous permettre de faire nos recherches et de filtrer en profondeur nos recherches. Donc on voit ici, si on clique dans filtre ici, donc afficher les options de recherche, on a mail 2, on peut filtrer les mails 2, les mails qu'on a envoyés à une telle personne, on peut filtrer par objet, on peut filtrer des mails qui contiennent certains mots ou qui ne contiennent pas certains mots, la taille du mail, donc le poids du mail, la plage horaire, la plage de date à laquelle on a envoyé le mail, ou rechercher dans différents onglets liés à notre mail toujours. Donc si vous cherchez un mail précisément, c'est très pratique. Donc, on peut tous aussi faire une simple recherche et l'historique des mails va s'afficher ici. Si on continue plus à droite, on a donc toujours l'assistance, donc le support. Si vous avez besoin d'aide ou de détails sur l'utilisation de Gmail, on a les paramètres on va détailler aussi. Donc si je clique ici sur paramètres, on a un mini onglet paramètres qui s'affiche d'abord. Donc ça ici c'est surtout pour changer l'affichage et personnaliser l'affichage de notre boîte mail. Donc on va voir ici la densité de contenu, donc l'affichage du contenu, le thème, que ce soit clair, sombre ou par défaut. On peut voir quel type de boîte de réception va se mettre en avant d'abord. On peut changer l'affichage du volet de lecture, on peut changer pas mal de choses. Et on voit ici que c'est bon, il y a des options, mais elles sont juste visuelles. Si on veut plus d'options, on va cliquer sur voir tous les paramètres. Et là, effectivement, on a énormément d'options. Tout à l'heure, je suis venu ici pour l'onglet langue dans général, pour choisir la langue. Donc, on va évidemment pas détailler tous ces éléments-là parce que ce sera vraiment très long. Donc, les éléments dont on a besoin, on va revenir dessus dès qu'on en aura besoin. Donc, si on va sortir des paramètres, on voit ici, on a toujours l'onglet Gemini. Donc, c'est maintenant sur tous les outils de Google. Donc, Gemini, c'est l'IA de Google. Donc, si on clique ici et qu'on a soit l'abonnement, soit on est en période de test sur cet outil-là, on peut directement intégrer l'IA dans notre Gmail. Donc, il peut nous aider à rédiger des mails, il peut nous aider à vérifier des mails, à générer du contenu pour nos mails, des images ou autre. C'est assez pratique si on en a l'utilité. On a l'onglet des applications Google. Donc ici, on peut consulter notre compte et voir toutes les applications. Comme j'ai dit, Google, c'est un écosystème. Donc, très souvent, si vous avez besoin de quelque chose et que vous voulez savoir si Google le fait, appuyez juste sur ce bouton, ouvrez ce menu, et vous allez voir tout ce que Google peut faire directement dans ces outils, sachant que la grande majorité, si ce n'est 95% de ces outils-là, ont une version gratuite que vous pourrez utiliser. On va fermer cet onglet et on va passer sur l'onglet compte. Donc ici dans l'onglet compte, on peut mettre à jour les paramètres de notre compte. Donc on peut changer la photo, on peut changer les informations de notre compte. Ici on voit qu'il nous propose d'ajouter un numéro de téléphone de récupération. Donc c'est la même chose que l'adresse mail de récupération. Si jamais on n'a plus accès à notre adresse mail ou à un numéro qu'on avait déjà mis, on va ajouter un numéro de récupération pour qu'il puisse envoyer toutes les informations liées par exemple au fait de réinitialiser son mot de passe ou de récupérer les accès à sa boîte. On va cliquer sur ignorer pour l'instant. Donc si c'est votre adresse mail principale, je vous conseille d'ajouter votre numéro de téléphone pour au cas où vous perdez les accès ou vous perdez l'accès à une boîte mail. Donc on peut voir les différents comptes qu'on a ici. On voit que le compte qu'on avait utilisé pour le cours sur Drive est encore là, formation-gmail.com. On peut ajouter différents comptes. Il n'y a pas de limite précise de combien de comptes on peut avoir, mais c'est juste qu'à un moment donné, si vous créez trop de comptes dans une certaine plage de temps, Google va vous demander certaines sécurités. Alors, par exemple, vous dire que bon, il faut ajouter un numéro de téléphone pour être sûr que vous n'êtes pas, par exemple, un scammer, donc quelqu'un qui crée des adresses mail en lot pour les utiliser à mauvais escient.
Donc Google a certaines sécurités sur ça. S'il remarque que vous créez trop d'adresses mail dans un certain délai, il va vous poser plus de questions. Il va notamment vous demander d'utiliser un numéro de téléphone. Et bien sûr, ce numéro de téléphone, vous ne pouvez pas l'utiliser par exemple sur 5 adresses mail différentes. Il va fixer une limite. Ça peut être 2, 3 mails. Et on a le bouton ici pour se déconnecter de tous nos comptes directement. Oui, ici, on ne va pas le faire, ça ne nous intéresse pas. Et on peut voir juste ici en bas le pourcentage utilisé sur notre stockage gratuit. Comme on l'a dit plus tôt, Gmail et Google tout court nous fournit 15 Go gratuits grâce à Google Drive. Donc c'est là-bas aussi que seront stockés, ces 15 Go là aussi vont servir à stocker nos mails. Évidemment, les mails, c'est léger. Mais quand on commence à accumuler 4, 5, 6, 7 ans de mails, 15 Go, on se rend vite compte que c'est très petit. Vous aurez très souvent une notification, votre boîte mail est pleine, vous ne recevrez bientôt plus de messages, et ainsi de suite. On continue sur notre interface ici. Si on descend plus bas, on a l'intégration directe de Google Agenda, donc pour gérer votre agenda, réunions et autres. Google Keep pour gérer vos notes. On a Google Task ici pour toutes les tâches qu'il y a à faire, donc un peu un pense-bête. Et Google Contact ici pour gérer tous vos contacts. Ça peut être les numéros de téléphone, les adresses mail, pour pouvoir chercher directement une personne en particulier et avoir ces informations. Donc ça, il faut l'ajouter. Si vous avez un téléphone Android, très souvent, il va vous proposer de lier vos comptes, vos contacts avec votre Google en ligne. Donc si vous cliquez sur oui, vos numéros de téléphone et adresse mail vont se lister ici. Donc on va passer sur les parties les plus intéressantes maintenant de cette interface. C'est déjà le menu principal. Donc ici, il y aurait d'autres barres latérales qui constituent notre menu principal. Et enfin, l'onglet principal qui va contenir tous nos mails. Donc les mails ici sont divisés en plusieurs sections pour ajouter d'autres sections aussi. On va commencer par notre menu ici. Donc notre menu nous permet plusieurs choses. Donc de consulter nos mails, de voir nos spams, trier nos mails et aussi de pouvoir envoyer un nouveau mail. Donc si on clique sur l'information, l'élément le plus important ici qu'on voit et qui est mis en avant, c'est nouveau message. Je vais cliquer par exemple sur nouveau message et là j'aurai une petite fenêtre qui va s'afficher qui nous propose donc d'écrire un nouveau message, de choisir notre destinataire, le CC, le CCI, l'objet, le contenu et plein d'autres options ici. On va revenir sur cet aspect, sur cet élément-là après. Donc on a notre boîte de réception, on a les messages suivis, donc c'est les messages qu'on a mis en favori, c'est exactement la même chose que dans Google Drive. Si je veux garder un message, vous pouvez pouvoir y accéder très fréquemment. Je vais lui mettre l'étoile et le passer à message suivi. Si je reviens dans boîte de réception et je viens sur un des mails qui a été reçu, je vais cliquer sur celui-ci. Et si je viens dans message suivi, on voit bien que le message sur lequel j'ai mis l'étoile va s'afficher toujours ici. On a les messages en attente, donc qui sont en attente d'envoi ou de réception. Donc ça peut être lié à un problème ou juste à un ralentissement des services de Gmail. On a les messages qu'on a catégorisés comme importants. On a les messages qu'on a envoyés. Donc quand on envoie un message, la liste de tous les messages qu'on aura envoyés va s'afficher ici. On a nos brouillons. Donc les brouillons, c'est simple. Je vais commencer à écrire un message, mais je ne vais pas l'envoyer. Donc qu'est-ce que je fais? Je vais le mettre dans les brouillons. C'est-à-dire que peut-être que je veux le peaufiner pour l'envoyer plus tard. Mais dans le cas où je veux le renvoyer plus tard, je vais juste le mettre dans mes brouillons et il sera stocké là. On a tous les messages. Donc ici, c'est l'affichage, c'est la boîte de réception vraiment sans filtre. Il va afficher les messages suivis, les messages en attente, les messages importants, les brouillons. Il va tout afficher ici. On a les spams. Alors les spams, c'est les messages qui sont classés comme involontaires. Donc comment un message est défini comme involontaire? Sur chaque adresse mail, il y a ce qu'on appelle un score. Donc plus j'aurai tendance à envoyer des messages à beaucoup de gens, mais que ces gens-là, soit ils vont signaler ce message, soit ils vont jamais l'ouvrir, soit ils vont, par exemple, mettre ce message dans les spams eux-mêmes. Plus ils font ça, plus mon score va baisser. Et plus mon score baisse, plus je me retrouverai automatiquement dans les spams. Donc, si c'est quelqu'un avec qui j'ai l'habitude d'échanger, bien sûr, je ne me retrouverai pas dans les spams. Parce que c'est quelqu'un qui est considéré comme un mail de confiance dans ma boîte mail. Mais si ce n'est pas le cas et que par exemple quelqu'un vous envoie 15 mails dans un certain délai, vous ne répondez jamais ou vous signalez ce mail-là, automatiquement dès qu'il enverra un nouveau mail, il sera dans les spams. Donc très souvent, si vous inscrivez à un service ou si vous cherchez des mails, ça peut arriver que par erreur, il se soit retrouvé dans spam. Donc pensez à quand même checker vos spams très souvent. Dans le cas de Gmail ici, les spams ils disparaissent au bout de 30 jours.
Donc si un spam apparaît et que je ne veux plus qu'il soit considéré comme un spam, il y a d'autres options ici qu'on pourra voir après, qui vont nous permettre de passer un mail de spam à clean, on va dire, dans notre boîte exception. On a la corbeille ici, donc c'est quand on supprime nos mails, c'est vraiment comme la corbeille sur notre interface Windows. Ce mail-là va être stocké pendant 30 jours avant d'être définitivement supprimé. Donc une fois qu'il est définitivement supprimé, vous ne pourrez plus y avoir accès. Plus personne n'y aura accès à ce mail-là. Et on a ici gérer les libellés qui vont nous permettre du coup de voir les onglets que l'on veut garder, afficher ou masquer. Par exemple, les mails en attente, je peux vouloir masquer cette information-là parce que ça ne m'intéresse pas. Les mails brouillons, je peux les masquer ici. Les spams aussi, je peux les masquer ou les afficher directement. Donc, vous pouvez vous balader un peu sur cette partie-là pour pouvoir personnaliser un peu plus votre, votre interface ou créer vous-même vos libellés. On va sortir de cette partie-là. Donc, quand vous êtes dans un menu pour revenir à l'onglet, le menu principal, vous cliquez juste sur le logo Gmail et il va vous ramener à l'onglet principal. On va passer ici sur notre partie la plus intéressante. Donc, on voit ici que ça, c'est complémentaire avec la barre de recherche. Donc, on peut utiliser différents filtres ici. Donc, c'est l'espace qui va nous permettre de consulter directement nos mails. Donc, on peut utiliser différents filtres ici pour sélectionner les mails. Si je clique ici, on va voir qu'il va sélectionner tous les mails. Bon, dans notre cas, il n'y en a que un. Mais si je change d'anglais, il va pouvoir sélectionner tous les mails qui ont été lus en fonction de certains filtres. Donc, je peux sélectionner tous les mails, aucun mail, tous les mails qui ont été lus, tous les mails qui n'ont jamais été lus, tous les mails qui sont en favoris ou tous les mails qui ne sont pas en favoris. Je peux actualiser ici. Si souvent Google, ça peut arriver, que votre client Google ne va pas mettre automatiquement à jour votre interface. Donc, c'est-à-dire qu'il ne va pas aller récupérer automatiquement le dernier message. Donc, si c'est le cas, donc si vous attendez un mail et qu'il ne vient jamais, vous pouvez essayer de cliquer sur actualiser ici, donc le petit logo ici, pour qu'il mette à jour, il rafraîchisse, on va dire, votre liste de mails. On a encore plus ici, donc qui me permet de tout marquer comme lu. Imaginons qu'on a 50 mails qui ne sont pas lus, on veut les marquer comme lus, on peut cliquer sur tout marquer comme lu. Toujours ici, on a les options de pagination. Donc, si on a énormément de mails, on aura beaucoup de pages. Donc, ici, on n'a qu'un mail dans principal. Donc, évidemment, on n'a pas énormément de pages. On a une seule page et un mail sur un. On a d'autres options ici qui vont nous permettre de filtrer les mails toujours. Donc, ici, ce sera en fonction des langues. Et si on descend maintenant plus bas ici, on a l'onglet que vous allez le plus utiliser. Donc, l'onglet principal. Ici, vous recevrez tous vos mails, sauf les spams. Mais tous les mails que vous allez recevoir, tous les nouveaux mails, viendront directement ici. Quand vous communiquez avec quelqu'un, quand vous demandez des mails pour changer des informations, par exemple, vous changez votre mot de passe, changer votre adresse mail, ou vous connecter, vous inscrire, tout ce qui est mail courant en tout cas, ça va venir directement dans le principal, sauf les spams. On a les mails promotionnels. Donc, si vous êtes dans une liste promotionnelle, c'est-à-dire que par exemple, votre adresse mail a été mise dans une liste qui parle de publicité, de promotion d'un événement, d'une activité, peu importe, vous allez toujours le recevoir dans promotion ici. Donc ici dans promotion, on a plusieurs options. On peut supprimer toujours nos mails ou on peut juste dire que je ne veux plus recevoir ces mails-là. Donc si je clique sur les trois petits points ici, je peux voir ici qui est l'entité qui envoie ces mails. On voit ici c'est getyourguide.com. Je peux décider de les bloquer ou de les signaler. Donc bloquer si ça ne m'intéresse juste pas, ça peut être une erreur, mon adresse mail s'est retrouvée là-bas. Ou alors signaler. Et là, c'est que vraiment, je n'ai pas du tout aimé le contenu des mails ou alors le contenu de mail est peu recommandable. Là, ici, je vais le signaler. Et eux, ils vont, après analyse, ils vont peut-être avoir un score qui va baisser. Donc, plus ils auront de signalements, plus leur score va baisser, plus ils se retrouveront dans la boîte de spam. Tout le monde voit toujours correctement mon écran? Très bien. Donc, on a ensuite le dernier onglet ici, l'onglet réseaux sociaux. Donc ici, ça va être tout ce qui est lié à réseaux sociaux, promotion toujours, ça reste un peu promotionnel. Et on peut voir ici que on vient de créer cette adresse mail là, mais on est déjà dans des promotions parce que on peut payer Google pour faire des promotions. Et si on regarde dans réseaux sociaux ici, on peut voir déjà un mail, pourtant la boîte mail vient d'être créée par Alpha International qui nous propose de devenir franc-maçon. Donc on voit que c'est très souvent
très aléatoire. C'est-à-dire qu'ils vont envoyer des mails parce qu'ils ont payé pour de la promotion. C'est très peu souvent ciblé. C'est juste des mails qui sont envoyés comme ça aux adresses mail disponibles. Donc dans notre cas ici, par exemple, ça ne nous intéresse pas du tout. Donc qu'est-ce qu'on peut faire ici? On peut cliquer et on peut décider de bloquer, de ne plus voir cette annonce. Et si vraiment on s'est senti, je ne sais pas, par exemple, offensé par ce mail-là, on peut le signaler. Donc on voit ici, on a différentes options de signalement: contenu trompeur ou escroquerie, contenu violent ou dangereux, contenu à caractère sexuel, promotion d'un produit ou d'un service, et ou alors elle enfreint une loi spécifique ou mes droits légaux. On va dire... je ne sais pas vraiment comment signaler ça. Mais vu que cette adresse mail est temporaire de toute façon, j'ai déjà bloqué. Alors, Ritz demande comment nos adresses mail se retrouvent-ils chez eux. Alors, il y a plusieurs moyens. Il y a déjà le premier moyen illégal, c'est vous avez votre mail était dans une liste de fuite de données. Par exemple, c'est déjà arrivé que Facebook fasse fuiter leurs données sans faire exprès. Il y a eu des failles de sécurité. Ou même Google puisse faire fuiter les données. Donc, quand c'est le cas, votre adresse mail elle va se retrouver dans des bases de données publiques. C'est que n'importe qui peut y avoir accès. Il n'a peut-être pas vos noms et informations, tout ça là, mais il a juste l'adresse mail. Et c'est suffisant pour que lui vous ajoute à une liste promotionnelle pour pouvoir vous envoyer des mails en masse. Donc ça, c'est la première option. Deuxième option, c'est que vous êtes inscrit sur un service et vous avez accepté les conditions d'utilisation. Sans vous rendre compte que dans ces conditions d'utilisation-là, dans ces conditions d'utilisation-là, il était précisé que votre adresse mail va être utilisée pour de la promotion et vous recevrez des mails, des notifications et autres. Donc si vous avez validé ça sans regarder, effectivement, votre mail va se retrouver dans leur liste. Et troisième méthode, c'est juste la collecte de données. C'est-à-dire que, par exemple, quelqu'un vous a mis dans cette liste, ou alors vous avez rempli un formulaire en ligne qui vous disait répondez à ce formulaire-là pour gagner, par exemple, un code promotionnel ou pour gagner un accès à ci ou à ça. À ce moment-là, si vous l'avez fait, votre mail va se retrouver dans leur liste promotionnelle. Donc il y a plein de méthodes pour que votre adresse mail se retrouve directement dans cette liste. Mais heureusement, on peut toujours dire qu'on n'est pas intéressé ou signaler ces listes-là. Donc très souvent, ça peut aussi être des newsletters qui vont être, par exemple, liés aux journaux, aux médias ou autres. Donc on a principal, promotion et réseaux sociaux. La majorité de ces onglets ici sont vides où il y a très peu de mails. On va partir maintenant sur la création d'un mail. Donc, laissez-moi une minute. Donc, on a notre adresse mail, on a détaillé à peu près l'interface. On va maintenant envoyer un message par mail. Donc, on va cliquer sur Nouveau message ici. Donc l'onglet Nouveau message s'affiche, on peut l'agrandir si on veut avoir plus d'espace et il sera agrandi ici. Donc, on a dit que notre adresse mail, enfin notre mail, il est composé de différents éléments. Il va être composé de l'adresse mail du destinataire, du CCI, de l'objet du mail, de la pièce jointe et du corps du message. Donc on va remplir ces éléments-là. On a déjà une adresse mail qu'on a créée pour Google Drive, donc on va l'utiliser. Formation, gmail.com. Si vous avez des questions, n'envoyez pas des messages à cette adresse-là. Ce n'est pas l'adresse mail qu'on utilise pour GapRouter. C'est vraiment juste pour la formation. Alors, Artie demande, je voudrais savoir quand tu crées un nouveau mail et que Gmail ne valide pas ou plus le numéro de téléphone, quelle est la mesure à tenir pour valider notre email? Alors déjà, il faudrait savoir quel est le message qui t'envoie au moment où tu mets ton numéro de téléphone. S'il te dit que c'est parce que cette adresse mail, ce numéro est attribué à beaucoup trop d'adresses mail, c'est qu'il faut que tu utilises un deuxième numéro. Mais très peu souvent, même peu importe l'opérateur, Google ne va pas refuser d'utiliser ton numéro de téléphone. Bonjour monsieur, s'il vous plaît, est-ce que c'est possible qu'à travers notre email, on peut être victime d'un piratage? Oui. Alors, le vrai problème, Google c'est tout un écosystème. Le vrai problème quand on nous vole notre adresse Gmail, c'est que le pirate va avoir accès à tout le service Google. Pourquoi? Parce que s'il veut réinitialiser un mot de passe, même en dehors de Google, Facebook, il a déjà accès à la boîte mail. Donc vraiment, la boîte mail, c'est l'un des points critiques si vous vous faites pirater. Vous pouvez vous faire pirater votre compte Facebook, ok, ça peut aller, c'est isolé.
Vous pouvez faire pirater votre compte Instagram aussi, c'est isolé. Et si vous faites pirater votre adresse Gmail, ou même Yahoo, peu importe, en tout cas votre adresse mail principale, alors là oui, c'est très grave et ça va vous allez être embêté de tous les côtés. On va revenir sur l'aspect sécurité de Gmail et qu'est-ce qu'on a comme autre option en dehors du mot de passe pour bien sécuriser notre adresse. Donc on finit d'abord avec notre mail ici. Donc ici dans destinataire, j'ai mis formation gaptrotter@gmail.com, pas de souci. On a ici CC et CCI. Donc on a nos copies carbone et nos copies carbone invisibles. Donc si je clique ici sur CC, je vais pouvoir ajouter quelqu'un en CC. Donc je vais mettre, par exemple moi, mon adresse mail personnelle. Je vais le mettre en CC ici. Maintenant je veux mettre quelqu'un d'autre, mais je ne veux pas qu'on sache qu'il a été mis dans cet échange de mails. Bon, on n'a pas 50 mails qu'on a créés pour la formation. On va juste mettre exemple. Gabon 2025. Je ne pense même pas qu'elle existe cette adresse. gmail.com. Donc ici, qu'est-ce qui va se passer? Formation Gaptrotter ici, il va recevoir notre mail. Cette deuxième adresse aussi ici, Fernand Mésange, elle va aussi recevoir notre mail. La troisième adresse ici, exemple de Gabon 2025, elle va aussi recevoir notre mail. Mais la différence, ça va être que Formation Gaptrotter ici, il ne saura pas que exemple Gabon a reçu cette adresse mail. Pareil pour Fernand Mésange ici, il ne saura pas que exemple Gabon a aussi reçu ce mail. Donc il est aussi dans le fil de conversation. Mais par contre, exemple Gabon 2025 saura que Fernand Mésange et Formation Gaptrotter sont dans la boucle des mails. Pourquoi? Parce que lui, il est en CCI et les autres sont en CC ou en destinataire. Donc on va continuer. On a l'objet de notre mail ici. On va mettre juste test Gmail. Et enfin, on a le corps de notre message ici. Donc on va mettre ceci est un test sur Gmail. Très simple, pas besoin de détailler énormément. C'est pas le but du cours ici. Donc toujours dans cette interface, on a ici les options de mise en page. Donc si je prends mon texte ici, déjà si j'ai fait une erreur, il va me l'afficher ici. Rouge pour les erreurs graves et on s'appelle bleu pour les erreurs moins graves, ça peut être par exemple des majuscules ou autres. Et si je survole, j'aurai la correction qui va s'afficher ici. Alors, Gwen demande si l'adresse en CCI se permet de réagir, toutes les autres adresses recevront le mail. Alors, quand il va vouloir réagir, il aura des propositions. Est-ce qu'il veut réagir avec tous les autres mails en réponse ou alors réagir uniquement au destinataire ou à une personne en particulier? Donc là, c'est à lui de le décider, c'est à lui de décider. Mais c'est pas automatique, il a le choix. Donc pour revenir sur notre interface ici, on peut, si on descend plus bas, on a différentes options. Donc tout ce qui concerne la mise en page. On peut revenir en arrière sur une modification qu'on a fait ou revenir vers l'avant pour rétablir une modification. On peut changer la police ici. Si je sélectionne tout mon mail et que je mets cette police là, la police elle va changer. On peut changer la taille des textes ici, petit, normal, grand, très grand. Donc c'est vraiment à peu près toutes les mêmes options, quasiment toutes les options qu'on a sur Word. Donc si je veux mettre mon texte en gras et en italique, si je veux le souligner ou le surligner, si je veux changer la couleur de l'arrière-plan ou la couleur du texte, c'est à moi de voir. Si je veux changer toujours de la mise en page, aligner sur la gauche, aligner sur la droite, tout peu importe. On va aligner par exemple au centre. Alors on a une autre question ici. Arty, parce que j'ai voulu essayer une fois et des collègues avaient eu ce problème et au point où on ne pouvait plus aller au bouton de validation du mail sans que le numéro soit accepté par ce qui a été utilisé. Face à cela, j'ai été obligé d'abandonner. Alors, je ne suis pas sûr de bien comprendre le problème que vous avez rencontré, Arty. Donc, je mets ce message-là en favori et je vais peut-être revenir dessus. Si vous avez d'autres détails à donner, n'hésitez pas. Monsieur, comment il peut réagir vers les autres destinataires si on dit qu'ils sont invisibles, inconnus? Il peut réagir sur celui qui est en CCI peut réagir sur ceux qui sont en CC et en destination. Donc les destinataires directs. Pourquoi? Parce qu'eux, ils ne sont pas cachés. Mais si moi je suis en CCI et que je veux et qu'il y a quelqu'un d'autre qui est en CCI, si je réponds,
Alors là, non. Ça ne fonctionne plus de la même manière parce que entre CCI, on ne sait pas qui on est. Là, le cas que j'ai donné, c'est dans le cas où un CCI veut répondre à un message vers un message qui a été envoyé, peu importe que ce soit par un destinataire ou un CC. Du coup, c'est possible que notre mail puisse être usurpé. Si quelqu'un a obtenu les accès à votre mail, oui, votre mail peut être usurpé. Alors, ou aussi, on a d'autres cas où très souvent, si vous avez une adresse mail Gmail par exemple, ou même pro, les gens vont écrire votre adresse mail à peu près de la même manière. Par exemple, si on revient sur formation Galtrotter ici, ils vont enlever un T. Ou alors ils vont mettre un point entre formation et Galtrotter. Ça fait une différence aux yeux de Google, c'est pas la même adresse. Mais si tu lis vite, là oui, ce sera fait volontairement. Ils vont usurper cette adresse-là pour usurper ton identité. Donc on continue sur nos options ici. Donc gras, italique, centré, couleur du texte, couleur de l'arrière-plan, alignement. Si on veut faire des listes, on peut très bien numéroter cette liste, faire des listes à puces. On peut diminuer le retrait et l'espace entre les textes. On peut ajouter des citations. Donc les citations, c'est les textes qui seront mis plus en avant d'une manière différente. On peut se mettre, tracer, genre, je ne sais pas c'est quoi le terme, barrer voilà, un texte directement ou supprimer toute la mise en forme qu'on a faite. Donc ici, on va garder cette mise en forme ici. Plus bas maintenant, on a nos options d'envoi. Donc on peut cliquer sur envoyer directement ou alors on peut cliquer pour programmer l'envoi. Donc si je veux que ce mail soit envoyé dans 3 heures, 5 jours, peu importe, je vais cliquer sur programmer l'envoi et il va me proposer de choisir quand est-ce que je veux l'envoyer. Donc je peux envoyer demain matin, demain après-midi, lundi matin ou choisir une date et une heure précise. Toujours en bas ici, on a les options de mise en forme. Donc pour masquer le menu d'options de mise en forme. Et on a un autre point important ici, ce sont les pièces jointes. Donc les fichiers qu'on va joindre pour compléter notre mail. Donc si je clique ici sur joindre des fichiers, il va m'ouvrir mon interface de Windows et je vais pouvoir envoyer un document. Dans mon cas ici, je vais envoyer le document qui concerne cette session. Donc on voit ici qu'il a bien ajouté session 4.pdf avec la taille du, du document. Donc ici, j'ai joint un seul fichier. Je peux très bien joindre 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 fichiers tant que je ne dépasse pas la limite de taille maximale la limite de taille maximale de mon client. Donc on a ici aussi insérer un lien. Si jamais je veux insérer un lien vers un site ou vers autre chose directement sur mon adresse, sur mon mail, je peux ajouter des emojis. Je peux insérer des fichiers depuis Google Drive. On voit ici que j'ai inséré mon fichier depuis mon ordinateur, mais je peux très bien le faire depuis Google Drive directement. Je peux insérer une photo. Bon, le mode confidentiel, on ne va pas s'attarder, on ne va pas repartir là-dessus. Et on a un autre élément ici, c'est insérer une signature. Donc ça, c'est très pratique si vous utilisez des mails pour des raisons professionnelles. Si je clique ici sur signature, on voit qu'il n'y a aucune signature et gérer les signatures. Qu'est-ce qu'on va faire donc? On va d'abord faire un premier exemple sans signature. Donc, ce mail ici, je peux aussi l'imprimer, utiliser le correcteur orthographique, l'afficher en plein écran, peu importe. Je vais juste cliquer sur envoyer pour ce premier mail. Et j'aurai le message ici en bas, message envoyé, annuler ou afficher le message. Donc si je viens dans mes messages envoyés, on voit qu'effectivement, mon message il a été envoyé. On va essayer de se connecter sur notre deuxième boîte mail. Donc formation Gaptrotter. Donc, ici on est bien connecté sur formation Gaptrotter. Et si je recharge ici, je vois que j'ai un mail ici de Jean-Claude Macaya. Donc je vais cliquer sur test Gmail ici. Et donc je vois les détails du texte. Et donc je peux voir ici les destinataires et les personnes qui ont envoyé. Donc je vois ici que c'est le mail il vient de Jean-Claude Macaya, qui a été envoyé à moi et qu'en CC, on a mis fernandmesange.gmail.com. Donc ici, on voit bien le CC, on voit bien les destinataires et la personne à qui on l'a envoyé, mais on ne voit pas le CCI. Ici, on regarde, il n'est pas présent. Pourquoi? Parce qu'il est en copie carbone invisible. On peut voir les détails de mon mail, l'objet de mon mail, il a été envoyé par quel service. Dans notre cas ici, c'est Gmail. Il a été signé par quel service? Est-ce qu'il est sécurisé ou non? Et si on détaille encore un peu plus ici, on a donc toutes les informations liées à cette personne, le contenu de mon mail avec la mise en page que j'ai définie, et la pièce jointe qui est juste ici. Je vais cliquer ici, ma pièce jointe est bien disponible. J'ai les outils de réponse rapide. Test réussi, bien reçu, test OK,
en fonction du contenu du mail, il peut vous proposer, du contenu de l'objet du mail, il peut vous proposer des réponses rapides. Alors, Stéphanie. Bonjour monsieur, si par exemple j'ai sélectionné 3 personnes en CCI et que personne dans le lot de CCI souhaite répondre, est-ce que sa réponse sera vue chez les autres CCI comme lui, ou bien il choisira une seule personne en CCI et répondre? Alors, si ils ont tous été mis en CCI, il ne pourra pas choisir, il n'est pas au courant que les autres sont en CCI. Il sait que lui, il est en CCI, mais il ne pourra pas savoir qui d'autre est en CCI. Donc, s'il veut effectivement répondre, il perd son statut de CCI, et là maintenant, il rentre dans les destinataires, les personnes qui envoient le mail directement. Donc, quand on est en CCI, c'est vraiment qu'on ne veut pas intervenir dans la conversation. Les personnes qui doivent intervenir dans la conversation, c'est uniquement dans l'onglet destinataire. C'est-à-dire que n'importe qui peut décider d'interagir à tout moment, mais il perd les fonctionnalités qui étaient liées à son statut, que ce soit CC ou CCI. Il les perd. Donc, on continue ce mail-là. Donc, on peut, on a les réponses rapides. On peut répondre à cette adresse mail, à ce mail-là, répondre à tous les mails ou transférer ce mail ou réagir à ce mail-là avec un emoji. Je peux très bien placer ce mail-là dans les archives, le signaler comme un spam, le supprimer, le marquer comme lu ou le déplacer vers un autre libellé. Voilà toutes les informations. Il y a un autre mail ici. Il a été envoyé il y a 2 minutes à 20h20. On va sortir de ce mail-là et on va essayer d'en envoyer un maintenant avec une signature. Donc, si je clique sur Nouveau message, et que avant de rédiger mon message, je clique sur Insérer une signature, il me propose de gérer les signatures. Vu que pour l'instant, je n'ai aucune signature. Je vais gérer les signatures. Je remets ça de cet onglet-là. Et donc, il va me laisser fouiller un peu dans les fonctionnalités. Donc, si on fouille un peu dans les fonctionnalités, on va descendre jusqu'à signature, toujours dans l'onglet général. Donc, signature, ça va être ajouté à la fin de tous les messages que vous envoyez. Je vais cliquer sur Créer une signature. Le nom de la signature, ça va être Info Pro, par exemple. Donc maintenant que j'ai cette signature-là, je vais pouvoir la personnaliser. Donc je peux ajouter des images, des documents, des liens, des textes, peu importe. Je vais par exemple dire ceci est ma signature. Je vais le mettre en page, gras, italique, un peu plus grand. Et on va par exemple ajouter une image. On va chercher une image. On va chercher une image sur Google directement. Image. Bien sûr, dans le cadre professionnel, vous allez utiliser par exemple le logo de votre entreprise. Je prends cette image. On va importer cette image maintenant. Autoriser. Et là, on voit que l'image, elle a été ajoutée ici. Bon, dans notre cas ici, elle a été ajoutée entre le texte. C'est pas ce qu'on veut. On va la déplacer. Donc, on a bien notre image ici. On peut changer sa taille. On va la mettre en petite. On peut la mettre en moyenne aussi. On va la laisser en moyenne. Et on a donc notre signature ici. Ceci est ma signature avec, par exemple, le logo de l'entreprise ou n'importe quelle autre information. On pouvait aussi ajouter le site internet de l'entreprise. Donc, lien ici. Site web. Leur interface elle est un peu trop petite, on va l'agrandir. C'est le problème avec cette interface là, elle est assez petite. On va laisser le site internet. Donc on va garder juste ceci, le texte avec notre image ici. Donc maintenant là c'est créé, on a notre signature Info Pro qui est là. Je vais descendre plus bas et enregistrer les modifications. Alors Sylvana a posé une question. Alors on va pas reprendre sur cet aspect-là parce qu'il ne reste que 5 minutes. Donc on n'aura pas le temps de reprendre. Par contre, pour le prochain cours, vu qu'on ne pourra pas tout voir aujourd'hui, on va rester sur tout ce qui est Gmail. Voilà. Bien sûr, voir des nouveautés. On va rester sur ce qui est Gmail dans les premières minutes et voir quelques autres fonctionnalités et revenir sur certains points qu'on estime importants. Donc, soyez juste présente pour le cours de mercredi. Donc j'ai ajouté maintenant ma signature, pas de souci. Je vais maintenant pouvoir l'utiliser. Nouveau message, je vais l'envoyer à formation Gaptrotter. L'objet du mail c'est test signature. Bien sûr, ne rédigez pas vos mails comme ça en mettant test et des petits textes. Non, vos objets de mail doivent être explicites et le contenu des mails aussi doit être explicite. Ici est ma signature.
Donc je vais cliquer ici, juste en bas sur insérer une signature. Je choisis Info Pro et là on voit ma signature, elle a été intégrée ici. Je peux bien sûr encore la modifier ou la garder telle qu'elle est. Et je vais cliquer sur Envoyer. Donc il a été envoyé. On va revenir sur notre autre boîte mail. On va attendre un peu. Bien sûr, l'envoi des mails, c'est pas toujours instantané. Ça peut prendre quelques secondes, voire 1 à 2 minutes, en fonction du poids du mail. Donc, on attend un peu qu'il envoie, on réfléchit, et là on voit le message a été envoyé et reçu ici. Donc je clique dessus, Jean-Claude Macaya, ceci est ma signature, et on a en bas, ici, notre signature que l'on a définie. Je peux très bien télécharger cette image ou copier toute la signature. Donc ça peut être très pratique dans le cas où vous êtes une entreprise où vous avez une activité professionnelle, parce qu'on peut par exemple mettre vous pouvez ajouter en bas une petite description de votre entreprise, votre nom complet, votre poste, le nom de l'entreprise, le site internet, le logo de l'entreprise, ou quelque autre information, par exemple le numéro de téléphone sur lequel on peut vous contacter, l'adresse mail professionnelle, les autres adresses mail où on peut vous contacter, votre localisation, où est-ce que vous êtes situé, peu importe. Tout ce qui est information pertinente dans ce cas-là peut être ajouté dans votre signature. Et ce sera automatiquement envoyé sur tous vos mails pro si vous le décidez. Si un CCI répond le message qui lui donnait la fonction, le CCI sera-t-il mentionné? La réponse sera-t-elle détachée du message d'origine? La réponse sera détachée du message d'origine. Si faut décider de répondre, déjà il y aura le choix de pouvoir répondre, mais la réponse peut être détachée, donc c'est toujours au choix. Elle peut être détachée ou elle peut rester. Donc ça dépend des options qu'il va choisir quand il va perdre son statut de CCI. Et il faut faire attention, ces options peuvent aussi beaucoup varier en fonction du client mail. Donc vous aurez plus d'options par exemple sur Outlook qui est un peu plus complet pour tout ce qui est pro que sur Gmail ou que sur Yahoo. Il faut faire attention à quel type de client vous allez utiliser. Donc on a vu comment créer notre adresse mail, vite fait notre interface et comment créer notre mail, pièce jointe, de quoi il est constitué un mail, comment un mail s'envoie et comment créer une signature. Dernier point que je voudrais qu'on voit, on va prendre encore 5 minutes juste pour cette partie-là, c'est sur l'aspect de la sécurité. Donc, on va revenir sur notre présentation. Donc, on va parler surtout de la sécurité sur les autres aspects en dehors du mot de passe. Donc en dehors du mot de passe, on a ce qu'on appelle le double facteur d'authentification ou le MFA, Multi-Factor Authentication. Peut-on mettre une image en arrière-plan? En arrière-plan de votre mail. Alors sur Gmail, je ne l'ai jamais fait. Je sais que sur pas Yahoo, sur Zoho Mail, on peut le faire. Sur Gmail, je n'ai jamais essayé, donc il faudra regarder. Donc, quoique, quand même, je doute que sur Gmail, on puisse ajouter une image en arrière-plan, mais ce sera à voir. Je ne connais pas non plus 100% de ces fonctionnalités. Donc, en dehors de notre mot de passe et notre adresse mail, on a un autre aspect qui va nous permettre d'ajouter de la sécurité, c'est le multi-factor authentication. Donc, l'authentification à 2 facteurs ou à multiples facteurs, ça nous permet d'ajouter une étape de sécurité supplémentaire. Tout comme sur mon iPhone, je peux y avoir Face ID ou le Touch ID pour l'empreinte digitale ou pour le visage, peu importe. Je peux ajouter d'autres fonctionnalités de sécurité à mon adresse mail ou à mes comptes tout court. Ce qui fait que même si quelqu'un connaît mon mot de passe, il ne peut pas se connecter sans ce deuxième facteur d'authentification. Ce deuxième facteur d'authentification, le plus connu et qui est le plus adopté aujourd'hui, c'est l'OTP, donc le One Time Password. C'est quand on reçoit un message contenant un code à 6 chiffres, 4 chiffres, peu importe, que ce soit sur WhatsApp, par SMS ou par mail. Donc sans ce code-là, on ne peut pas se connecter. C'est-à-dire que vous allez entrer l'adresse mail, entrer le mot de passe par défaut, et quand vous allez vouloir vous connecter, il va dire ah, on vous a envoyé un mot de passe et vous avez 15 minutes pour l'utiliser. Au-delà de 15 minutes, il sera expiré. Je vais prendre ce mot de passe là, je vais l'entrer. Donc ce sera vraiment un code de 4 à 6 chiffres ou un peu plus souvent. Je vais l'entrer et là maintenant j'aurai accès. Ce qui fait que si j'ai choisi l'authentification par SMS et que quelqu'un essaie de se connecter à mon compte, il ne pourra pas, comment ça s'appelle, euh, se connecter parce que quoi? Parce qu'il n'a pas ce deuxième facteur d'authentification. Alors, oui, je viens de le faire, mais pour la page d'accueil. Alors, je suppose que tu parles pour la boîte mail, pour le mail directement. Pour la page d'accueil, oui, il y a des options de personnalisation. On ne les a pas vues ici. Mais c'est pour le mail surtout dont je parle. Je ne sais pas si on peut l'ajouter directement dans le mail. Donc, ces options de MFA, donc d'authentification à multifacteur, il y en a plusieurs.
on a les notifications sur un autre appareil ou sur l'appareil en question. Donc ce sont des appareils qui sont sécurisés. Ça va être votre téléphone principal, votre tablette principale, votre ordinateur principal, peu importe, votre outil principal. Donc tu vas recevoir soit une notification SMS, soit juste une notification Google directement. Ensuite, on a les clés de sécurité externes. Ça peut être des clés USB, des badges et autres qu'on va, au moment de la connexion, brancher et qui vont faire office de validation. C'est-à-dire que c'est très utilisé dans les grosses entreprises. Si je n'ai pas mis mon badge ou rentré cette clé de sécurité là, branchée en USB la clé de sécurité, il va refuser que je me connecte. Pourquoi? Parce que c'est mon critère d'authentification. Donc on a aussi les badges, on a l'empreinte aussi. Dans le cas des iPhones par exemple, quand vous voulez accéder par exemple à WhatsApp, vous pouvez ajouter l'empreinte digitale ou alors Face ID, le scan par le visage. Monsieur, s'il vous plaît, pour l'authentification par empreinte, est-ce possible sur PC? Oui, c'est possible sur PC. Alors, il y a deux choix sur PC. Soit mon PC me fournit, a déjà un capteur d'empreinte digitale. C'est très courant sur les PC Dell souvent ou les nouveaux PC de chez HP, même dans d'anciens modèles. Ou alors sur des MacBooks. Donc, si vous avez les modèles pro des MacBooks, vous allez très souvent avoir sur le bouton d'allumage ou d'extinction directement un capteur d'empreinte digitale. Et si ce n'est pas le cas, vous pouvez très bien acheter un périphérique externe qui va vous permettre de brancher en USB un capteur d'empreinte digitale si compatible. Sylvana, comment mettre un OTP à sa boîte mail? Alors pour l'OTP à la boîte mail, je préférerais qu'on revienne dessus sur le prochain cours parce qu'on va voir les différentes étapes d'authentification à deux facteurs directement sur Gmail et sur les outils Google. Donc on a les notifications sur les autres appareils, la clé de sécurité, les badges, les empreintes, le visage, notamment pour l'iPhone, la paume de la main. Alors ça, c'est très peu commun. C'est utilisé pour d'autres types d'actions, notamment par exemple dans certains pays d'Asie, la Chine notamment, ou pour l'authentification pour les paiements par compte bancaire ou par carte ou par mobile money, d'utiliser directement un scanner de paume de la main qui va détecter le pattern de paume de la main, les signes et tout ça, pour détecter si c'est réellement cette personne-là ou pas. Donc bien sûr, au préalable, il faut avoir enregistré la paume de sa main dans le service pour pouvoir le réutiliser plus tard. Il ne va pas deviner automatiquement si vous ne l'avez pas fait. Et enfin, on a l'OTP par mail ou par SMS ou par WhatsApp. Très souvent aujourd'hui, par exemple, il y a beaucoup qui préfèrent utiliser WhatsApp pour envoyer leur OTP. Donc cet OTP-là, c'est donc le one-time password, il va être utilisé une fois. Donc, si vous l'avez utilisé une fois, il ne sera plus réutilisable. Et il a une durée de vie. Donc au moment où vous allez le demander, ils vont vous indiquer que ce message-là, cet OTP, il va durer 15 minutes, 5 minutes, 10 minutes. Souvent, ça peut être 60 secondes en fonction du niveau de sécurité du système auquel vous voulez vous connecter. Donc ces authentifications-là peuvent être couplées, il n'y a pas de souci sur ce point-là, mais c'est pas forcément très pratique d'avoir à la fois la clé de sécurité, à la fois le badge, à la fois l'empreinte, le visage, paume de la main. C'est pas la Maison Blanche que vous essayez de sécuriser. Non, utilisez une méthode pratique que vous pouvez avoir accès facilement. Autre option aussi, donc au lieu d'avoir par exemple, c'est une alternative à l'OTP, c'est l'Authenticator. C'est une application que vous allez installer sur votre téléphone qui, toutes les 30 secondes, va générer un code pour un service. Par exemple, si on ajoute Gmail dessus, il va générer un code toutes les 30 secondes pour Gmail. Ce qui fait que quand je vais vouloir me connecter, je mets mon adresse mail, mon mot de passe par des normal. Il va me demander de lui donner le mot de passe qui a été généré dans les 30 dernières secondes. J'ouvre mon application, je copie si c'est ABCD, je prends ABCD, je le copie sur Gmail et il va me valider ma connexion. Donc, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Pour la suite, dans tout ce qui est l'intégration maintenant des systèmes d'authentification à double facteur, on le verra lors du prochain cours. On n'aura pas, sinon ce sera un peu trop long. On a perdu pas mal de temps sur la partie interface de Gmail. Donc, on va voir lors du prochain cours. Pour ceux qui ont des questions auxquelles peut-être ils n'ont pas voulu les mettre directement sur le chat, n'hésitez pas à contacter directement sur GabTrotter pour demander à avoir des réponses à vos informations ou directement sur les réseaux sociaux. Donc si c'est quelque chose de plus critique, GabTrotter va vous donner une adresse mail et c'est cette adresse mail là que vous allez communiquer. Donc vous pouvez par exemple envoyer sur contact@gabtrotter.org ou poser votre question directement sur le site si besoin. Donc, je vous mets encore à nouveau le lien vers le site de GabTrotter. Il y a le formulaire de contact là-bas. Et sur ce même site, je me suis trompé sur le texte, une minute.
Et donc sur le site, vous aurez aussi nos adresses mail et les numéros que vous pouvez contacter pour si vous avez d'autres questions, que ce soit lié à ce cours, à la formation en général ou autre, ou à quatre auteurs en général. Donc voilà, on va s'arrêter sur ça aujourd'hui. Merci à tous d'avoir participé. Pour écouter le cours, merci encore. Oui, le mail sera envoyé dès qu'on finit l'enregistrement. Ça met quelques heures pour être généré. Ensuite, le mail sera envoyé à tous les participants. Donc, merci à tous. Passez une bonne soirée. On se revoit mercredi à 19h. Alors oui, c'est possible de s'inscrire. Soit vous contactez directement sur la boîte mail. Si vous avez un des contacts de votre auteur, contactez directement et détaillez votre demande privilège. Donc, le lien est sécurisé, mais dans le mail, vous avez aussi le mot de passe qui permet d'accéder aux enregistrements. Donc regardez bien juste sur le mail. Bonne soirée à tous. Merci à tous.